Bonjour, je suis Abdellah Taïa, je suis le réalisateur du film L'Armée du Salut. Je suis écrivain, je suis né au Maroc en 1973. J'ai écrit plusieurs livres qui ont été publiés aux éditions du Seuil, comme Une mélancolie arabe, Le jour du roi, Infidèle et d'autres livres. Et en 2006, j'ai écrit un livre qui s'intitule L'Armée du Salut, qui me sert aujourd'hui de base pour mon premier film, L'Armée du Salut aussi. Ce film a été tourné en 2012 et il a été sélectionné dans plusieurs festivals du monde, Venise, Toronto, Rotterdam. Et il a été montré au festival Premier Plan d'Angers en janvier dernier, où il a gagné le grand prix du jury. Et pour moi, ça a été une expérience inoubliable. Je me souviens très bien de la deuxième projection de ce film à Angers, qui a eu lieu en début d'après-midi à 14 h à Gaumont. Ce qui se passait entre le public et les images de mon film était quelque chose de l'ordre de la rencontre miraculeuse que je n'oublierai jamais. J'ai rêvé de cinéma à cause et grâce aux films égyptiens que je découvrais à la télévision marocaine quand j'étais petit. Et ce sont ces films égyptiens qui m'ont donné le désir de devenir un jour réalisateur. Et pour cela, il fallait que je vienne en France. Bonjour à vous tous de nouveau. Je vais essayer cette fois-ci de répondre à toutes les questions qu'on m'a envoyées. La première est: L'Armée du Salut n'est pas fidèle au livre. Pourquoi cette distance? Dès le départ, je ne voulais absolument pas relire le roman, parce que pour moi, une histoire écrite et publiée est déjà d'une certaine façon finie et d'une certaine façon morte. Je ne peux pas revenir sur des mots avec lesquels je n'entretiens plus une relation vraie, une relation où il y a de la complexité. Une fois qu'un livre sort, il ne m'appartient plus. Donc pour écrire le scénario d'après le roman, il a fallu que je trouve en moi une distance par rapport à cette histoire, c'est-à-dire en essayant de trouver ce qui reste en moi comme reste, si je peux dire, de cette histoire déjà finie. Il fallait que je trouve l'origine même de cette histoire, pourquoi j'avais décidé d'en faire un livre et pourquoi j'allais faire un film à partir des restes de cette histoire. Et pour cela, il m'a fallu revenir à mon rapport au Maroc, à mon rapport aux images que j'ai découvertes au Maroc et à mon rapport à l'homosexualité, mon homosexualité découverte au Maroc. C'est une fois que j'ai retrouvé une certaine distance vis-à-vis de mon histoire, vis-à-vis de livres et vis-à-vis des images que je transporte avec moi depuis très longtemps, que j'ai pu me lancer dans l'écriture des scénarios. Le tournage du film n'a fait que confirmer cette distance par rapport au livre et par rapport à moi-même et par rapport à tout ce que le film montre. Et pour moi, s'il n'y avait pas cette distance, je n'aurais jamais pu faire ce film. Pouvez-vous nous parler de la construction du personnage principal Abdellah et de sa relation ambiguë avec son grand frère Slimane? Slimane, qui est le grand frère, est un personnage central dans le film. Il est à la fois présent et absent, à la fois dictateur et charmeur, à la fois imposant sa volonté par la parole, mais en même temps très silencieux. Pour Abdellah, Slimane est en quelque sorte l'objet des désirs par excellence. Il est aussi le corps de Dieu installé dans la famille. Et il est attiré par lui dans le but, j'imagine, de trouver un corps avec lequel et sur lequel s'identifier, un modèle à suivre, aussi bien mentalement, intellectuellement que physiquement. C'est-à-dire que l'identification entre Abdellah avec son grand frère est tellement grande qu'elle dépasse toutes les limites qu'on peut imaginer, toutes les limites en tout cas imposées par la société, par la morale, par la religion, par ce qui se passe dans le monde arabe. C'est vrai qu'il y a une ambiguïté dans leur rapport, mais cette ambiguïté ne les caractérise pas seulement eux. Tout le film, d'une certaine façon, dès le début jusqu'à la fin, baigne dans l'ambivalence, dans l'ambiguïté, dans le trouble. Il y a un trouble tout le temps dans ce film. Rien n'est tranché, rien n'est dit d'une manière
démontrer. Il y a des émotions, il y a des décisions à prendre, il y a des sentiments sûrs et qui sont niés juste après. Donc l'ambiguïté ne concerne pas seulement Abdellah et son frère Slimane, elle imprègne tout le film. En revanche, Slimane, et c'est là où il est très important, au-delà du fait qu'il influence son grand frère physiquement, sexuellement et intellectuellement, Slimane sert comme, je dirais, comme moyen presque de légitimer l'esthétique qu'il y a dans ce film, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans le chant, tout ce qu'il y a dans le hors-champ, et toute cette manipulation qui existe entre les êtres dans ce film. Le grand frère, on s'en rend compte quand on est dans la partie de Genève, on se rend compte qu'il a beaucoup manipulé aussi son petit frère, parce que c'est lui qui lui met l'idée du français dans la tête. Et Abdellah, d'une certaine façon, même s'il trahit tout le monde, même s'il devient un personnage très dur et très sombre et assez insaisissable, et même assez intraitable, il restera au fond assez fidèle à ce que son grand frère lui a dit, lui a mis dans la tête. Il va apprendre la langue française, il ira jusqu'à Genève pour appliquer justement le programme de son grand frère. Comment avez-vous fait pour trouver la bonne distance entre l'autobiographie et la fiction? Vous êtes-vous imposé des règles à ne pas transgresser lors de l'écriture et de la réalisation? En fait, cette histoire d'autobiographie est à la fois importante et pas en même temps. Pour moi, je ne peux pas parler à partir du vide, à partir de théories, à partir de livres qui sont loin de moi, ou bien loin du monde où je suis né et où j'ai vécu. Toute chose qui relève de l'ordre de l'artistique doit venir d'une connaissance assez intime et assez complexe du monde et des gens qu'on a côtoyés. Alors cette pensée, on n'en a pas tout le temps conscience, c'est-à-dire elle ne se passe pas au premier niveau de la conscience, mais elle est là, quelque part dans notre corps et dans notre esprit. Et c'est justement le travail artistique, un livre, un article, un poème ou bien un film, qui permet à cette pensée intérieure qui se passe en nous sans une grande intervention de notre part. C'est ce travail artistique-là qui lui permet d'arriver et de s'imposer d'une certaine façon. Et peu importe que cette pensée intime soit fidèle à l'autobiographie pure ou pas. Ce qui est important, c'est comment on se sert avec les choses, comment on se sert des choses qu'on a en nous et autour de nous pour arriver à exprimer quelque chose de vrai. Pour moi, il est important évidemment que ce héros s'appelle Abdellah comme moi, mais il n'est pas seulement moi. Il est important que cette histoire se passe dans un Maroc pauvre, dans une famille pauvre, parce que c'est le Maroc que je connais le mieux, c'est le Maroc qui me domine encore aujourd'hui. Mais cette histoire aussi peut se passer dans un autre contexte, dans une autre ville au Maroc. Donc vous voyez, l'autobiographie est importante, mais à un certain moment, quand on a la bonne distance vis-à-vis d'elle, elle ne devient pas du tout une chose sacrée. Je suis le premier à me maltraiter et à maltraiter les références que j'ai quand il s'agit de l'autobiographie, quand je me mets à écrire ou bien à réaliser. Quatrième question. Le film joue beaucoup sur les sous-entendus et il est très peu dialogué. Pouvez-vous nous parler de ce choix marquant? En fait, encore une fois, le cinéma, alors ça peut paraître paradoxal que je dise ça alors que je suis écrivain, que j'ai publié plusieurs livres, les mots, même quand on les utilise, même quand je les utilise comme écrivain, ne sont absolument pas satisfaisants, ne sont pas totalement justes par rapport à tout ce que je voudrais exprimer. J'ai toujours cette impression que les mots prennent en charge la conscience des autres et finissent par me trahir. Alors que les images du cinéma, les images du cinéma auxquelles
je voulais venir, que je voulais créer, que je voulais réaliser, ces images-là, je les voyais dès le départ sans trop de dialogue. Il fallait que la réalité assez complexe, assez opaque de ce héros, Abdellah, jeune homosexuel marocain, et en même temps la réalité du monde qui l'entoure, entre d'abord et avant tout par les images. Et dans les images, je mets tous les niveaux de la réalité, tous les niveaux des enjeux qui se passent entre les personnages. La domination, les violences, le viol, la manipulation, les cris, les positions du corps. C'est-à-dire que dans n'importe quelle image, j'ai veillé à ce que différents niveaux de la réalité marocaine, que cela passe par les vêtements, par les meubles, par la façon de manger, la façon de se regarder, que tout cela, que tout l'enjeu du film s'exprime par tous ces éléments-là de cinéma, plutôt que par le dialogue. Parce que les mots, les dialogues, souvent, en tout cas pour ce qui me concerne moi, vont dans la direction de la limitation des choses plutôt que dans l'ouverture vers d'autres horizons, aussi bien pour le film que pour celui qui regarde le film. Alors je sais que c'est très bizarre qu'un écrivain dise ça, mais les mots sont très souvent, nous mettent très souvent dans un état de désespoir. Un désespoir qui n'est pas du tout fécond. Alors que les images, bien au contraire, elles peuvent apporter à la fois la vision précise du réalisateur et l'amener vers d'autres horizons, si je peux dire. 5e question, comment avez-vous constitué votre casting et où avez-vous trouvé vos acteurs? Pour ce qui concerne le Maroc, la plupart des acteurs sont non professionnels. On était à Casablanca, on a trouvé un jeune directeur de casting. Et lui, je lui ai demandé que je ne voulais pas du tout d'acteurs professionnels. Il fallait m'amener des gens vrais, si je peux dire, des gens qui correspondent déjà physiquement à une certaine classe sociale et qui sont déjà quelque part les personnages du film. C'est-à-dire, je ne voulais pas des gens, je ne voulais pas des acteurs qui allaient jouer ou bien interpréter, ou bien me donner quelque chose qui vient d'une technique. Je voulais des gens qui avaient déjà en eux une connaissance d'abord de ce que le film raconte, même si le sujet pouvait paraître scandaleux pour eux, et en même temps, les gestes que j'allais leur demander d'interpréter et de mettre dans l'image, qu'ils aient aussi une connaissance assez intime. Donc ça, c'était quelque chose de très très important pour moi. Donc c'est moi qui ai passé le casting à tous ces gens-là, c'est moi qui les ai choisis. Alors il y a aussi évidemment quelques acteurs professionnels. Le grand frère, c'est une grande star au Maroc, Amine El Naji. Le père, c'est aussi un acteur professionnel. La mère, c'est une actrice professionnelle. Mais j'ai fait en sorte que tous ces acteurs, tout ce monde se rencontrent plusieurs mois avant le début de tournage, pour qu'il y ait quelque chose de l'ordre du vrai entre eux s'installe. Et pour moi, c'est très important, cette histoire de vrai. Que les acteurs, que les gens qui sont dans ce film transpirent le vrai. Voilà, c'était principalement ça la direction d'acteurs, d'établir un lien vrai avec eux. Et un lien de confiance, bien sûr, parce que pendant le tournage, on a très peu de temps à consacrer aux acteurs. Donc, très souvent, on leur demande d'accomplir des gestes, des choses d'une manière très rapide et très brève. Et si on n'a pas de confiance entre nous, on ne peut pas arriver à ce résultat-là. Bon, heureusement pour moi qu'ils m'ont suivi. 6e question, pourquoi avez-vous choisi de travailler avec la chef opératrice Agnès Godard et comment s'est passé le travail avec elle? Je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que non seulement j'ai de l'admiration pour Agnès Godard, mais j'ai aussi de l'amour pour elle, une énorme tendresse, parce que c'est une chose d'être dans l'admiration de loin, c'est une chose, mais quand on travaille avec quelqu'un et qu'on voit à quel point il est dans un acte de foi et qu'il est là avec vous tout le temps pour essayer que le film soit non seulement bien, mais qu'il y ait quelque chose de fort qui arrive. Et Agnès Godard
a été là tout le temps, présente dans un Maroc qu'elle ne connaissait pas et que je lui ai imposé d'une certaine façon, mais elle était là tout le temps pour trouver avec nous les lumières, l'éclairage et suivre en tout cas mon désir de cinéma, mon désir de découpage, le désir de rythme que je voulais donner à ce film. Je me souviens très bien que la première fois que j'ai vu un film filmé par elle, si je peux dire, c'était Nénette et Bonnie de Claire Denis. J'avais, je crois, 20 ans, j'étais au Maroc, et je me souviens que déjà à l'époque, d'une manière assez naïve, je m'étais dit, parce que j'avais vraiment adoré ce film, et les images de ce film, et je m'étais dit, un jour, je ferai un film avec Agnès Godard. Je pense que dans le cinéma, il y a plus de chances que les miracles arrivent que dans la vraie vie. En tout cas, je lui suis reconnaissant à tout jamais. 7e question. Pouvez-vous nous parler de cette scène d'une tension magnifique, celle où les 3 personnages sur une barque, ils sont sur une barque et ils entretiennent des rapports très tendus. Alors c'est la scène qui se passe sur le fleuve, à Zemmour, c'est la séquence entre les 2 parties des films, le Maroc de l'adolescence et Genève. C'est une séquence qui n'était pas dans le scénario original, et ce sont certaines recommandations, certaines obligations de la part de certains financiers qui m'ont amené à écrire cette séquence et à y mettre toute cette tension et cette guerre déclarée entre aussi bien les personnages marocains que le personnage qui incarne l'Europe et l'Occident, le professeur suisse. Je pense que là, contrairement au reste du film, il n'y a plus de... On n'a plus besoin de porter le masque. On est au milieu d'un fleuve, on n'est plus sur la terre et le milieu familier. Et là, on peut se permettre d'enlever ce masque et d'attaquer directement, de dire directement le chantage, dire directement l'humiliation de l'autre, et en même temps donner la possibilité au héros du film de montrer à quel point tout ce qu'il a vécu comme violence dans son enfance et adolescence est quelque chose qui va très très longuement et pour très longtemps déterminer le reste de sa vie. Le personnage suisse, évidemment, n'est pas innocent. Il est là pour une certaine raison. Alors, est-ce qu'il est conscient de ce qui se passe comme chantage entre les 2 personnages marocains? Je pense que pour moi, oui, mais je laisse les spectateurs déterminer un petit peu les choses pour lui.